Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast fait en collaboration avec le site Formule Moyen et BMC Music Prod. Avec moi Aurélien Attard. Bonjour mon cher Aurélien. Bonjour mon cher Clément, je suis ravi de te parler ce soir. Je suis ravi de te parler aussi. Nous allons au cours de ce nouveau podcast échanger sur la F1 actuelle mais aussi ancienne. Aurélien donc, qui est non seulement journaliste pour Formule Moyen mais aussi journaliste, on peut le dire, pour mon cher... Le mag sportauto.com, je vous invite à aller y jeter un œil. On est une équipe très soudée, très solidaire et on écrit vraiment sans langue de bois, si j'ose dire. Exactement, donc un homme de connaissance avec moi aujourd'hui pour parler d'un sujet important, mon cher, Max Verstappen. Ah oui, on va parler de Max Verstappen aujourd'hui. On va un peu juger de sa saison 2018 jusqu'à maintenant, qui est, on peut le dire, pas top. Voilà, alors Max Verstappen, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est arrivé en F1 en 2015. C'est bien Il est ça. arrivé chez Toro Rosso de la Junior Academy. Et dès son arrivée en F1, on peut dire que ça a créé un peu le buzz avec son âge. Exactement. Quand Verstappen a été confirmé, donc fin 2014, il n'avait même pas 18 ans. Il n'avait même pas son permis de conduire. C'était le plus jeune pilote de Formule 1 de l'histoire. Et donc du coup, de là, plusieurs polémiques ont été créées. Est-ce que c'est pas trop jeune pour être pilote de Formule 1? Bon, c'est des polémiques tout à fait justifiées, hein. Un gamin de 17 ans dans une Formule 1, ça, ça fait jaser, et on peut le comprendre. C'était le premier mineur de l'histoire de la F1. D'ailleurs, c'est le Exactement, premier pilote mineur. exactement, Avant lui, c'était Alguersuari, je crois, qui avait commencé à 19 ans. exactement, Et ouais. là, on avait un gamin de 17 ans qui arrivait en F1. Oui, Donc, c'était une sensation assez importante. Encore plus qu'il avait rejoint le junior team de Red Bull, donc c'est-à-dire le pool qu'ils ont dans les catégories inférieures, en juin 2014, alors qu'il était en F3, et qu'il est titularisé en exactement. août. Oui, et surtout, il est titularisé après une seule saison passée en Formule 3. Exactement. Et après 2 Plusieurs mois dans saisons le de junior karting, team. exactement, plusieurs saisons de karting avant ça, des championnats Hmm. remportés, une seule saison en Formule 3 et puis directement lancé dans le grand bain. On peut faire d'ailleurs un parallèle avec Kimi Raikkonen qui n'avait qu'une vingtaine de courses de monoplace de signer chez Sauber en 2001. Tout à fait, sauf que Verstappen, sauf que Raikkonen, c'était un peu plus, enfin, il était déjà majeur, donc ça réglait quelques soucis. Et Exactement. puis on parle de Sauber qui n'était pas encore relié qui n'était pas relié à un grand team, alors que là c'est directement le junior team de Red Bull, c'est-à-dire un des trois membres du Big Three de la F1 aujourd'hui. Ah, exactement, oui. Généralement, quand un pilote signe chez Toro Rosso, c'est avec l'objectif dans le futur d'aller directement dans le team A, c'est-à-dire Red Bull. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est arrivé en F1, donc il s'est fait très tôt. Euh, Déjà, ça a créé un certain nombre de jalousies au sein même du team, puisque Carlos Sainz, qui était présent depuis 2010, a été seulement titularisé fin 2014. Oui, Ça il a a créé été aussi des doublé. temps. Quoi? Il a été doublé, on peut le dire. Exactement, il a été doublé. Et en plus de cela, au moment où il présente Verstappen, quelques temps après, Vettel annonce qu'il quitte Red Bull. Donc Red Bull se trouve avec un pilote en moins. Tout de suite, Verstappen a créé un déséquilibre en fait dans le team. Ah oui, c'est tout à fait ça. Oui. Quand Vettel a annoncé son retrait de l'équipe Red Bull, donc c'était au Japon, je crois, Grand Prix du C'est Japon tout en à fait ça, c'est au 2014. Japon. Ouais. Voilà, Red Bull finalement n'avait pas le choix vis-à-vis de son remplaçant. Ça devait être Kvyat qui n'avait qu'une seule saison de F1 dans les pattes. Et tout de suite, on s'est retrouvé avec un Verstappen à qui on pardonnait beaucoup de choses. C'était le petit chouchou. Et dès 2015, il y a eu pas mal d'erreurs. Ah oui, oui, bah, je pense directement au Grand Prix de Monaco en Ouais, 2015. je lui y pensais aussi, ouais. C'est ça, je crois qu'il était en lutte pour la 10e place avec Romain Grosjean. Au premier virage à Sainte-Devote, Grosjean aurait freiné plus tôt que prévu selon Verstappen, même si la télémétrie a révélé que Grosjean n'avait pas changé son point de freinage. Toujours est-il que Verstappen est surpris, il se décale mais pas assez pour éviter l'accident et donc il s'empale sur la roue arrière de Grosjean et fonce directement dans le mur au premier virage. Et à ce moment-là, il y avait un double débat de créer. Le premier, c'est que non seulement il était trop jeune pour être en F1, puisqu'il n'arrivait pas à comprendre la distance de freinage du pilote devant lui, à l'analyser,
Mais en plus, je crois que sur ce choc, il se prend 65G. Il y avait l'aspect de la dangerosité pour un jeune de 17 ans. Donc, dès son 5e Grand Prix, dès son 6e Grand Prix, il était lancé dans un. Il a toujours été en clash avec la plupart de l'opinion du Ah milieu oui, de la bah, F1. ah oui, mais avant même qu'il ne signe, de toute façon, les débats autour de lui Hmm. n'ont jamais cessé. Ouais, c'est clair. Et si on continue sur sa saison 2015, bon, c'est une saison où il fait à peu près jeu égal avec Sainz. Il est un peu devant quand même. Oui, il me semble que Verstappen a l'avantage. Je suis pas sûr qu'il termine devant Sainz au nombre de points. Faudrait vérifier. Mais bon, il fait vraiment une excellente impression. Mais rien qu'à Monaco, avant son accident, il effectue plusieurs dépassements euh, assez impressionnants Oui, très sur un malin surtout. circuit. Il se met derrière, Exactement, oui. derrière les voitures qui prennent un tour à des concurrents. Et comme lui est doublé en même temps, il se permet de se décaler et de passer derrière. Enfin, c'est des manœuvres que tu vois chez des vieux briscards et que lui fait à 17 ans. C'est ça, exactement, oui. On sent que c'est un peu un enfant précoce du sport automobile. Il a tout de suite les bons réflexes. On a l'impression enfin, qu'il a fait ça toute sa vie. Exactement. Et si on continue donc en 2016, donc à la fin de la saison 2015, alors j'ai vérifié, il est vraiment devant Carlos Sainz parce qu'il est 12e avec 49 points et Sainz est 15e avec 18 points. Donc Ah, autant pour moi. et Autant pour voilà, moi. non, mais j'étais dans le même doute que toi, voilà. Et on arrive en 2016 et là 4e Grand Prix en Chine, pardon, en Russie. Kvyat qui à l'époque chez Red Bull mais déjà fragilisé par sa saison 2015 euh, commet une erreur Exact. Erreur impardonnable. ah, impardonnable, je dirais Bah, pas c'est sur jusque-là. l'autre enfant chéri de la F1 en fait. C'est C'est sur ça. Bah, Vettel. Fiat, au final, en 2015, il s'en sort bien puisqu'il termine devant Ricciardo au point. Bon, pour un Exactement. seul point, certes. Mais bon, la saison 2015, c'était vraiment très compliqué pour Red Bull. En début de saison, ils étaient vraiment nulle part. Le moteur Renault n'est pas vraiment à présenter. Il est pas franchement excellent. Mais le châssis n'était pas excellent non plus. Hmm. Donc au final, saison blanche pour Red Bull, aucune victoire. Fiat qui, j'imagine, avait une grosse pression mise sur ses épaules en 2016. Grand Prix à domicile en Russie. Et donc, voilà. Évidemment, ça tourne mal. Départ raté, il me semble. Il me semble qu'il rate son départ. Il rate son départ tout à fait et du coup il se retrouve à la lutte avec Vettel et un autre pilote dont j'ai perdu le nom au premier virage. Et le souci c'est qu'il enferme, il touche Vettel par 2 fois dans le Exactement, virage 2. exactement. Il touche une première fois au freinage. Tout à Donc fait. freinage trop tardif et il vient percuter l'arrière de Vettel. Les deux parviennent à repartir. Et puis dans le virage qui suit, donc c'est un long gauche. À l'époque, les voitures n'étaient pas aussi larges qu'aujourd'hui, donc ils ne se prenaient pas à fond, notamment, enfin surtout Dans avec le des premier pneus tour. froids et un Ouais. réservoir surchargé. Et donc Vettel ralentit, Kvyat qui est encore derrière Vettel est surpris par ce ralentissement soudain et percute une seconde fois Vettel et cette fois-ci les deux enfin non, Vettel termine dans le mur, Kvyat continue sans son aileron avant. Il me semble qu'au bout de quelques tours il finit par abandonner parce qu'il était loin dans le classement, plus d'un tour. Alors, ouais, je suis pas sûr qu'il abandonne, mais ouais, il termine très très loin et gâche complètement sa course. Et c'est surtout l'image qui renvoie, puisque au Grand Prix précédent en Chine, il fait troisième en poussant Vettel à la limite et en lui disant que c'est la course. Euh, Exactement. il a fait un peu son malin et directement à la course suivante, bah, il fait une erreur, une grosse erreur. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'il se fait directement sanctionner. Il n'y a même pas de préavis, on le renvoie chez Toro Rosso, Ah ce qui oui, n'était jamais arrivé ah encore. oui, jamais arrivé. Et Exactement. on promue non pas Saints, il n'y a même pas de débat en fait, on promue Verstappen direct et c'est tout. Il me semble, avec le recul, que c'était un peu une bonne excuse pour Red Bull Oui, de rétrograder Kvyat, parce que Kvyat, au final, il a été titularisé un peu par dépit. Red Bull ne parce qu'ils pouvait. avaient déjà Ouais, viré Vergne à ce moment-là, c'est ça. que Et Vettel puis, était parti, donc voilà, il manquait une voilà, place. et voilà. Et puis, Red Bull ne pouvait pas se permettre de titulariser directement Verstappen dans l'équipe mère dès sa première saison en Formule 1. En plus, Verstappen n'était même pas majeur à l'époque, Non. en 2015.
Donc, ouais, Fiat par défaut chez Red Bull. Son accident en Russie a sûrement bien aidé Red Bull à le dégager, entre guillemets. Et donc voilà, le Grand Prix suivant en Espagne, on retrouve Max Verstappen dans la Red Bull aux côtés de Ricciardo. Et je sais pas comment tu l'as senti toi, mais moi j'ai eu l'impression en fait que c'est Red Bull qui cédait aux caprices de Verstappen parce que dans l'hiver entre 2015 et 2016, tu le vois discuter avec Toto Wolff et Mercedes, il fait des déclarations comme quoi bah lui sa place elle est pas chez Toro Rosso, il veut être directement chez les gros et à la moindre erreur d'un des deux pilotes Red Bull, on le titularise comme s'il fallait pas perdre la pépite quoi, comme si c'était plus important que l'équipe. Ah oui, c'est ça, mais même à l'époque où il signe son contrat chez Red Bull, donc qui, au moment, c'était encore en Formule 3, donc quand il intègre le junior team, il me semble enfin, qu'il faisait savoir euh, au monde entier qu'il était courtisé par les plus grandes équipes. Et donc c'est aussi ça qui a poussé Red Bull à le signer directement, Ouais, et sans puis attendre une seconde saison en Formule 3 ou même sans attendre un titre qui au final qu'il n'a même pas décroché parce que c'est Ocon qui gagne le et il championnat termine, devant et lui. d'ailleurs il termine quatrième cette saison-là. C'est vrai que Verstappen, lors de la saison de F3 où il est signé, c'est lors d'un week-end à Hockenheim où il signe 3 victoires en 3 courses, et qui c'était très impressionnant. Mais sur le reste de la saison, bah finalement il est un peu en dents de scie. À Macao, il termine dans le mur dès le troisième virage. Donc c'est c'est tout le paradoxe Verstappen, et le paradoxe Verstappen on le retrouve dans cette saison 2016 puisque bah certes Red Bull a cédé à ses pressions, mais t'arrives en Espagne et qu'est-ce qu'il fait? Il gagne. Exactement, on pourrait croire à un film quand on voit ça, le gamin qui est mis dans la voiture, bon pas la meilleure voiture, mais une très bonne voiture, et puis d'entrée de jeu, il claque la victoire. Et qu'est-ce que tu t'es dit toi lors de ce Grand Prix là en Espagne? Est-ce que tu t'es dit c'est un coup de chance parce que Rosberg et Hamilton se crashent, ou là on tient quelque chose d'unique? Bah, c'est vrai qu'il y avait une petite part de chance avec ces deux Mercedes qui se mettent dehors. Bah, de toute façon, c'était certain que si les deux Mercedes étaient restés sur la piste, Verstappen n'aurait pas gagné. Il Ouais, aurait ça peut-être c'est signé clair. un podium, mais il n'aurait pas gagné. Bah, en tout cas, quand j'ai vu Verstappen franchir la ligne en premier, je me suis dit que on tenait le futur de la F1. Le futur Schumacher, peut-être. En tout cas, c'est sûr que Red Bull avait fait une très bonne opération en le signant dans un premier temps, et ensuite en le titularisant aux côtés de Ricciardo, et que dans un futur proche, le duo allait être le meilleur duo du plateau. Ouais, c'est clair, parce que Ricardo, il y a toujours eu depuis qu'il est en F1, et encore plus depuis qu'il est chez Red Bull en 2014, cette impression qu'il peut dépasser à tout moment, que c'est un pilote de panache. Et tu C'est ça, rajoutais Verstappen à côté de lui, qui a une pointe de vitesse exceptionnelle, et un culot surtout. Parce que c'est c'est ça, ça en fait c'est qui ça. caractérise Verstappen, c'est son Ouais, culot. Tu c'est avais ça, l'impression c'est que ça. ça, tu tenais vraiment quelque chose d'incroyable. Et au fur et à Bah, mesure des courses, bah c'est ça. Bah, les deux ont leur qualité en fait. oui, Ricciardo, c'est un peu un tacticien qui dépasse au moment où tu t'y attends le moins, tu vois, qui est capable de faire un dive bomb au premier virage en étant 50 mètres derrière une voiture. Et de l'autre côté, Verstappen, ouais, comme tu as dit, c'est le culot, le type ose, et en plus ça passe. Donc c'est ça qui est merveilleux. hmm. Et bah, dans la même saison, je crois que c'est au Mexique où Verstappen vient pousser Rosberg, alors que les deux Mercedes jouent le titre à ce moment-là. Et, et tu comprends que, bah, contrairement à tous les autres pilotes qui vont laisser le duel de titans se faire, lui, il en a absolument rien à carrer, et tout ce qu'il Ah, veut, c'est exactement. être devant et que personne lui donne des ordres en fait. C'est C'est ça qui est exactement ça, impressionnant. oui. C'est exactement ça, oui. Mais c'est ça a ses limites, tu vois, le fait d'être devant à tout prix, parce que justement, tu fais bien de parler du Mexique, parce qu'en fin de course, Vettel revient sur Verstappen, et bah, celui-ci ne cède pas d'un pouce et préfère court-circuiter la piste plutôt que de laisser Vettel passer et lui offrir le podium. Tout à fait, et c'est une attitude qu'on retrouvait à un certain moment chez Vettel, c'est cette soif
de gagner à tout prix, sauf que là, tu as l'impression que c'est encore plus exacerbé parce qu'on l'a mis dans un cocon, pas aussi vite dans le cocon Red Bull, mais dans le cocon F1 avec son père encore plus vite, quoi. Il est, depuis tout petit, Exactement. il est Ah saucé oui, pour ça, quoi. ah oui, ah oui, bah, à mon avis, il a dû être éduqué pour être une machine à victoire et enchaîner les victoires coûte que coûte. Ça, c'est certain. Ça, c'est clair. Et si on termine sur cette saison 2016, donc là où le titre se joue à Abu Dhabi, le Grand Prix d'avant, au Brésil, sous la pluie, il va doubler Vettel et le tasser dans l'herbe. Il va Exactement, oui. interférer dans le duel Mercedes à tel point que quand ils arrivent aux Émirats Arabes Unis, Toto Wolff, sa seule crainte, c'est Verstappen, c'est qu'ils viennent Ah oui, interférer et boucher ah la oui, position d'un des deux. mais crainte tout à fait justifiée parce que si on prend quelques courses avant en Hongrie, Raikkonen mettait la pression sur Verstappen pour je ne sais plus quelle position. Et puis Raikkonen finit par casser son museau en tentant de doubler Verstappen. Hmm. Donc oui, je peux comprendre Toto Wolff à cette époque qui avait des craintes parce qu'au final, Verstappen, oui, tout ce qu'il veut, c'est gagner. Et, tout à fait. Et là, on arrive en 2017 dans une saison où, en fait, on va passer d'un Verstappen que tout le monde voit intouchable, qui réussit tous ses coups, enfin, qui réussit 95% de ses coups, qui a gagné son premier Grand Prix pour sa première course chez Red Bull, qui dépasse magnifiquement sous la pluie, à un mec qui va venir un peu trop frotter, à quelqu'un qui va même tasser son coéquipier. Exactement, oui, oui, exactement. Je pense au Grand Prix de Hongrie Hmm, 2017, tout à fait. où dès le départ, c'est même pas un kilomètre de fait et il y a déjà Verstappen qui vient terminer la course de Ricciardo. Donc là, c'était pas malin, mais au final, sa saison 2017 est loin de ressembler à sa saison 2016. On sent que il a pris en maturité, il a pris en expérience. En 2016, il était vraiment très décrié pour son pilotage très limite. Il tassait ses adversaires, il se décalait au moment du freinage pour empêcher qu'on le double. Et en 2017, ses batailles ont été beaucoup plus clean. Je pense contre Vettel en Grande-Bretagne, même si il y a eu quelques petits frottements au niveau Hmm. des roues, c'est resté quand même très, très fair play. Et donc ouais, peut-être qu'au final, cette pluie de critiques qui s'est abattue sur Verstappen lui a fait du bien quelque part. Peut-être qu'il a pris en humilité, je ne sais pas. Mais toujours est-il que sa saison 2017, malgré l'incident en Hongrie, est, Hmm. est assez réussie. Et puis, tu ne revois pas d'incident comme enfin, donc on a parlé des États-Unis, du Mexique, pardon, du Mexique et du Brésil. Il y a aussi ce qui se passe en Malaisie où il vient tasser, enfin, il vient se battre contre Ricardo Exactement, oui. à un Exactement. moment où les Red Bull ont la voie libre pour faire un et 2. Ah, exactement. Il y avait plus personne derrière. Hamilton venait d'abandonner. Rosberg était Très très loin. relégué à plusieurs secondes. Et en plus, il se prend une pénalité pour son dépassement plus que limite sur Raikkonen. Et je Il crois semble qu'à qu'il un avait pris moment, 2 secondes de à ce pénalité. moment-là, il a une mauvaise stratégie de pneus et Exactement, oui. et donc Exactement. Donc, les deux sont loin devant et se retrouvent avec quelqu'un qui va risquer le doublé pour pas grand-chose. exactement, exactement. Mais je pense aussi qu'en 2017, sa série d'abandons, il me semble qu'il a dû abandonner 7 fois. Ça a Dont dû. trois, il y en a trois à la suite, je crois, parce Exactement, oui. qu'il abandonne au Canada et en Autriche, et je sais plus s'il a, et entre les deux, je crois, c'est quoi, Euh, c'est pas l'Azerbaïdjan entre les deux. Je crois que oui, c'est en l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, oui. Ouais, Azerbaïdjan, il abandonne en effet. Oui. oui, et donc ouais, trois abandons à la suite et ouais, 7 abandons dans la saison. T'as raison, ouais. Exactement, exactement. D'ailleurs, la plupart de ces abandons ne sont pas causés par un accident, c'est le moteur Renault qui lâche. Ah ben non, l'Autriche, c'est vrai que c'est Kvyat d'ailleurs. Encore lui qui vient terminer la course de Verstappen et celle d'Alonso aussi. Enfin bon, toujours est-il que Verstappen n'est jamais le fautif dans ses abandons et j'imagine que ça a peut-être influé sur sa façon de piloter. Ouais, c'est vrai que les courses où il abandonne pas, euh, il devient beaucoup plus tueur. En Chine, il fait podium. En Malaisie, il gagne. En Grande-Bretagne, avec sa passe d'armes avec Vettel, il termine 4. Il termine jamais. Je crois qu'il y a
toutes les courses où il abandonne pas, il termine dans le top 10, quoi. Il n'y a jamais une course où il va merder. Il y a pas vraiment de soucis de sa part, en fait, sur cette saison-là. Il est beaucoup plus. T'as l'impression qu'il a gagné en maturité. Oui, oui. Et finalement, cette maturité gagnée, et bah, quand on arrive en 2018. Oui, au final, on a l'impression que tout ce qui a été construit en 2017 a été déconstruit en l'espace de quelques courses. Ouais, bah, à Bahreïn, il abandonne, mais bon, c'est. C'est un fait de course. C'est C'est un c'est fait un de fait, c'est un course. fait de course, mais finalement, ça reflète une erreur qu'il n'aurait pas forcément fait l'année d'avant, c'est-à-dire de se rabattre alors C'est qu'il a ça, déjà oui. l'avantage. De C'est tasser ça, alors qu'il a voilà. déjà l'avantage. Exactement, exactement. Hamilton, bon, pour resituer les faits, Hamilton tente un dépassement sur Verstappen en début de course. Au premier virage, Verstappen ferme la porte. Bon, là, il n'y avait pas une mauvaise manœuvre. Enfin, il a tout à fait le droit de fermer la porte. Sauf qu'il juge mal l'espace qui sépare sa Red Bull de la Mercedes Hamilton. Et puis l'aileron avant de la Mercedes vient découper le pneu arrière de la Red Bull. Et puis au final, Verstappen termine sur 3 roues. Et puis le Grand Prix suivant en Chine, il fait cette action sur Vettel qui est invraisemblable. Tu te demandes comment un mec qui joue le podium, parce qu'à ce moment-là, il vient de chausser des pneus frais. Ricardo qui est devant lui se bataille pour la victoire. Et tu te dis que Verstappen va passer tout le monde aussi très tranquillement. Parce que les deux Red Bull ont une stratégie brillante sur cette course. C'est Et, et, ça, au, oui. et au final, le plongeon qu'il fait sur Vettel, Ah, mais jamais ça n'allait passer. Jamais ça n'allait passer. et tu te demandes comment C'est comment il peut y réfléchir, comment il peut se dire qu'à un moment ça va passer. Ah oui, on a l'impression de voir un pilote de GP3 qui tente, je sais pas, le tout pour le tout dans le dernier tour de course, dans le dernier virage. Tout à fait. C'est Bah, vrai que c'est. tu m'ôtes les mots de la bouche. Moi, j'allais dire qu'on a l'impression qu'il était revenu à l'époque de la F3 en 2014 à Oui, oui, vouloir faire des résultats coûte que coûte. Et ces deux abandons, enfin ces deux faits de course là, parce qu'en Chine il abandonne pas, mais c'est des choses que tu vois un gamin faire en F3. exactement, exactement. C'est pas un mec qui en est à sa 4e saison de Formule 1 qui fait ça, voilà, tout Tout, simplement. tout à fait. Et puis en Azerbaïdjan, alors là, je te laisse décrire l'indescriptible. Ah oui, au final, en Chine, je m'y attendais. Quand j'ai vu que Verstappen revenait à fond les ballons derrière Vettel, je me suis dit, bon, ça va mal finir, c'est obligé. Ah, tu t'y attendais en Chine. Ouais, oui, oui, je m'y attendais. Bah, déjà, Vettel et Verstappen, il y a une petite histoire d'amour qui s'est créée entre les deux. Je me disais que Vettel n'allait pas lui faciliter le passage et comme Verstappen tente le tout pour le tout à chaque fois pour les dépassements, ça allait forcément mal finir. Mais bon, je m'attendais pas à ce qu'il rate son freinage de la sorte. Et donc du coup, le Grand Prix d'après à Bakou, bah ouais, encore une fois, on a l'impression que Verstappen a pas appris de ses erreurs. Déjà une première fois, il tasse Ricardo, enfin Ricardo qui est vraiment obligé de sortir les coudes de sa voiture pour dépasser Verstappen. Et puis il se retrouve encore derrière le néerlandais. Et donc ouais, voilà, on est en fin de course. Ricardo qui a l'aspiration dans la ligne droite des stands derrière Verstappen. Et Verstappen, bah, il nous fait du Verstappen, hein, c'est-à-dire qu'il se décale une première fois, puis il se décale une deuxième fois au moment du freinage. Et bon, Ricardo, il peut pas faire grand-chose. Et voilà, les deux Red Bull se rentrent dedans et finissent sur le carreau. Bah, moi personnellement, je m'y attendais plus en Azerbaïdjan qu'en Chine. En Chine, j'ai été surpris parce que je me suis dit que, enfin, tu pouvais pas être débile à ce point-là quand t'as des pneus aussi frais pour tenter ça, qu'il allait attendre en fait avant de la tenter. Et par contre, en Azerbaïdjan, bah, quand je les ai vus l'un derrière l'autre et qu'à chaque ligne droite ils se décalaient, enfin, c'est Ah oui, en fait c'est cette fibre qu'ont beaucoup de jeunes pilotes. Alors là, c'est une phrase de vieux con, mais de se décaler au freinage. Ce qu'a fait Gutiérrez sur Grosjean, ce que faisait Sainz à un moment, ce qu'a fait Felipe exactement. Nasser aussi, plein de jeunes quoi. Ce, Là il le refait, mais il se décale deux trois fois au freinage alors que c'est plus autorisé qu'une seule fois. Ouais. Mais Et surtout, c'est ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'il fasse ça alors qu'il sait pertinemment que c'est son propre équipier qui est derrière lui. tout À la à limite, fait. si c'était une Ferrari, si c'était une Mercedes, même si c'était une Williams, même si, bon, c'est assez antisportif comme geste, je peux le comprendre qu'il le tente, mais quand c'est Ricardo derrière toi, quand c'est ton propre équipier, enfin, tu penses d'abord à l'équipe avant de penser à ta propre personne.
Surtout que tu regardes les antécédents, les deux antécédents réels, c'est-à-dire en Hongrie 2017 et Malaisie 2016, les deux fois, Ricardo laisse couler. En Hongrie, il est vénère, mais au retour des vacances, il pardonne. Et c'est pas un mec méchant, quoi. Et tu viens le harponner alors qu'il y a absolument rien à gagner à ce moment-là. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris dans cet accident, c'est que au final, on n'a pas entendu Ricardo. Enfin, on n'a pas vraiment entendu là-dessus. Comparé à la Hongrie, il avait véritablement explosé à la radio. Hmm. Il me semble qu'il avait lâché deux, trois mots fleuris d'ailleurs. Et puis là, en Azerbaïdjan, rien. Et puis, on revient sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est un enfant gâté. Après la course, alors que unanimement tout le monde condamne Verstappen, le team Red Bull, et notamment Horner et Marco, donc c'est-à-dire Christian Horner, le team manager, et Helmut Marko, celui qui a placé Verstappen et celui qui est le chef des jeunes pilotes, disent que c'est du 50-50, que c'est un Ouais, fait de ouais. course, qu'il faut réfléchir à comment éviter ça. Il n'y a aucun qui vient dire Verstappen a merdé, point. Et c'est Exactement. Et ça me scie les jambes, surtout que Red Bull ne prend, enfin, ils prennent jamais de gants pour dire ce genre de choses habituellement. Oui, et puis ils ont toujours eu un avis tranché là-dessus. Quand c'est Kiat, il disait que que c'était un imbécile de faire ça. Quand c'est Verstappen, c'est toujours ah, les fautes sont partagées, ah, c'est un fait de course, ah, voilà, c'est toujours ça. Exactement, exactement. Et Et ouais, pour revenir sur cet incident en Azerbaïdjan, en plus d'être protégé par Red Bull, on a l'impression que Verstappen est aussi protégé par la FIA. tout à fait, tout à fait. Et c'est pas la première fois, puisque au Mexique, quand il coupe la route, je crois qu'il s'en sort avec pas grand-chose. Il se 5 fait secondes. avec 5 5, secondes. 5 Alors, secondes, ça oui. le sort alors, ça le sort du podium, peut-être. Ça le sort du podium pour Ouais. Vettel, mais Vettel s'est aussi pris 5 secondes pour avoir pour s'être décalé sur la zone de freinage quand Ricciardo tentait de le doubler. Mais Et 5 secondes pour ça, c'est absolument ah ridicule. oui, 5 secondes, oui, c'est clair que c'est ridicule, bien sûr. Et puis, il prend. Il y a plusieurs accidents qu'il provoque où il prend jamais des grosses sanctions. Celui sur Grosjean à Monaco en 2015, la sanction, elle est pas énorme derrière. Elle est. C'est. Je suis même pas sûr qu'il prenne une sanction. Ouais, je suis. Alors que théoriquement, si c'est un autre pilote qui fait ça, c'est partir dernier au Grand Prix Bien suivant. sûr. C'est. On pense à Schumacher, bien sûr, au Grand Prix d'Espagne 2012. Ouais, C'est quasiment la même action sur Bruno Senna. Et puis au Grand Prix d'après à à Monaco, Monaco, il prend il est 5 places. pénalisé. Exactement. Tout à fait, ouais. Et là, alors que c'est Schumacher, que c'est une légende de ce sport, qu'on Ah l'aime ou bah non. oui, 7 Et, fois champion du monde, bien sûr, oui. et là, t'as un gamin de 17 ans et tu lui accordes un passe-droit illimité. Exactement, exactement, oui. Et même pour revenir à l'accident avec Raikkonen en Hongrie en 2016, où Raikkonen perd des morceaux de son aileron, là, encore une fois, il n'y avait pas eu de pénalité, rien du tout. Alors que Verstappen s'était décalé sur la zone de freinage. Hmm. Enfin, bon, c'est des trucs qui sont, en plus, ils sont interdits dans le règlement. Oui, c'est totalement interdit et lui le fait. Et est-ce que tu penses que ça l'a aussi amené à modifier son comportement, le fait que Red Bull le protège, que la FIA le protège? Est-ce que pour toi, ça le conditionne dans ce comportement-là? Ouais, oui, c'est sûr que s'il y a personne pour le gronder, entre guillemets, jamais il va se remettre en question. Et si la FIA le protège, si Red Bull le protège, il va se dire, bon bah au final je suis dans mon bon droit, c'est les autres qui ont tort, pour grossir le trait bien sûr. Et est-ce que pour toi, il peut se reprendre en 2018? Parce que on sent qu'il a fait 3 erreurs en 5 Grands Prix, mais 3 erreurs qui sont de débutant. Il Mais il est, a aussi fait une erreur en Espagne, il a mon aussi cher fait. Clément. À quel moment Alors à la fin de la voiture de sécurité virtuelle, il était derrière une Williams, celle de Stroll ou Sirotkin, je ne sais plus. Et donc au moment de la relance, la Williams peine à redémarrer et Verstappen est debout sur l'accélérateur. Et Oui, tout à fait. à la différence de Il tape vitesse, son aileron. Ouais. Il tape son aileron. Ouais. exactement, oui. Tout à fait. Ouais. Exactement, oui. Je me souviens de ça. Oui, et bah ça fait 4 erreurs en 5 courses et t'as l'impression que depuis le Grand Prix de Bahreïn, il
il progresse pas, et comme il est toujours conforté, on ne sait pas s'il va pouvoir se relever à l'immédiat, quoi. Alors peut-être qu'il va gagner Monaco, peut-être ce qu'on enregistre avant Monaco, là, faut le dire. Oui, exactement. Soyons On honnêtes. enregistre après les premières séances d'essais libres et Verstappen est assez favori pour la course. Exactement, mais peut-être aussi qu'il va encore se planter, peut-être que au Canada et au Grand Prix suivant, ça va être... Voilà, comme il n'y a personne pour le recadrer, même chez Red Bull, bah tu te retrouves dans une situation où tout le monde lui dit mais c'est pas grave, ça va, c'est pas grave, C'est ça. et à chaque course ça Exactement. change pas. Bah alors en fait, le seul qui peut le conditionner, je pense que c'est que lui-même, hein. Et qu'à Ouais, voir en 2017, on lui a rien dit sur son pilotage, et puis il a été capable de nous produire d'excellentes courses sans incident. Donc le seul qui peut calmer Verstappen, bah, c'est Verstappen. tout à fait. Donc, ton pronostic toi pour la suite de la saison de Verstappen, si on devait jouer à Madame Irma aujourd'hui? Bah écoute, c'est assez difficile à dire. Euh, une chose est certaine, il y aura encore et encore des incidents mêlant Verstappen, alors, peut-être seul ou alors peut-être mêlant d'autres pilotes. Mais bon, je pense que il a assez mangé son pain noir cette saison. Ça va aller pour le mieux. Monaco, je vais pas te mentir, je le sens pas très bien parce que Ricardo, il faut pas l'oublier, Ricardo c'est un pilote qui a faim de victoire aussi. Et Tout si à les deux fait. Et Red qui fait Bull moins partent d'erreurs en... sur ce type de Exactement, circuit. exactement. Et puis surtout, Ricardo, je pense qu'il a encore Monaco 2016 en travers de la gorge. Donc s'il y a une occasion de victoire qui se présente surtout sur ce circuit, il va la saisir. Tout à fait. Donc bon, Monaco, tout dépendra du résultat des qualifications. Si Verstappen part en première ligne et Ricciardo est peut-être en deuxième, troisième ligne, il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Après, pour les autres courses, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, je ne pense pas qu'il y ait du souci à se faire. De toute façon, Verstappen, il va se reprendre. C'est un pilote qui a énormément de qualités. Il a énormément de défauts aussi, mais il a surtout des qualités. Bah, au moment où on parle, il est sixième de ce championnat. Ouais. À mon avis, ça devrait pas poser un problème pour lui de dépasser Ricciardo au classement des pilotes. Ah, tu penses qu'il terminera la saison devant toi? Euh, oui, je pense, oui. Oui. Ricciardo, même s'il est très fort, je pense qu'il arrive au bout de son histoire avec Red Bull. C'est peut-être même sa dernière saison Bah, qu'il passe dans l'équipe. j'allais t'en parler ça. Je voulais te demander, vu que Ricardo est aujourd'hui en partance pour une autre écurie, on sait que le leader à l'avenir, ça va être Verstappen. Est-ce que ça ne va pas le conforter dans cette position qu'il a aujourd'hui d'intouchable? Ah bah oui, c'est sûr. D'ailleurs, il se peut-être même que ce soit Verstappen qui décide du second pilote Red Bull pour la saison 2019. C'est Ah, même tu très penses probable d'ailleurs. qu'il va trancher entre un Gasly, un Grosjean, un Gasly et un Sainz, je veux dire, sur Ah oui, le... oui. Bah, à mon avis, Verstappen, il va plutôt préférer un Gasly qui est encore jeune et bon, pas très foudroyant, plutôt qu'un Sainz qui a faim, qui a les dents et qui a surtout à plusieurs reprises dominé Verstappen en 2015. Ouais, qu'il connaît parce qu'ils ont partagé la même voiture pendant un an et un peu plus d'un an, ouais. Exactement, oui. Tout à fait. Bah écoute, mon cher Aurélien, je pense que nous avons fait le tour du sujet Verstappen. Exactement, mais avant qu'on rende l'antenne, j'aimerais connaître ton petit pronostic, Clément, sur Verstappen. Bah écoute, moi j'ai toujours eu des doutes sur Verstappen. Et à chaque fois que j'ai eu des doutes, la course d'après, il m'a claqué un résultat. Il m'a toujours fait fermer ma bouche de manière magistrale. J'avais des doutes quant à son passage chez Red Bull et il a gagné. J'avais des doutes quant au fait qu'il se reprenne après les quelques incidents qu'il y a eu en 2016 et il a regagné. Euh, et c'est un mec qui, je pense, pourra être détruit que par lui-même dans la saison à venir. Parce qu'au niveau du talent, il a rien à envier à personne, ça c'est clair. Il y a personne qui a son niveau. Il est complet en fait comme pilote. Et c'est juste qu'il n'a pas encore le mental d'un Hamilton ou d'un Vettel qui font beaucoup moins d'erreurs. Mais pour cette saison, bah, moi j'ai l'impression qu'il va. Alors je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il va se faire bouffer par Ricardo sur la saison. Parce Ouais. il est encore trop focalisé sur autre chose que juste la course.
il est trop dans la. En fait, il réfléchit pas à ce qui peut se passer au tour d'après. Il essaye d'être dans l'instant et ça lui joue des tours en Azerbaïdjan. Si t'es un peu clair dans tes idées, tu sais que c'est ton coéquipier, tu le fais pas ce qu'il fait. Et lui le fait. Et j'ai l'impression qu'il va se faire un peu bouffer. Et plus ça va arriver dans la saison, plus il va se dire faut que je reste devant Ricardo pour faire un résultat. Et plus pour moi il va faire ce genre d'erreur. Plus il va sacrifier plus il va se retrouver à faire des erreurs pour essayer de rester devant Ricardo. Et ça peut poser problème jusqu'à la fin de la saison. Après voilà, je le vois comme ça. Monaco arrive, ça se trouve quand cette émission va sortir, il aura claqué pole, meilleur tour, victoire. J'aurai l'air d'un abruti fini. Mais pour moi il finira pas la course. Et il en finira pas d'autres cette saison. Il y en a pas mal. Sur Crash, je parle pas sur abandon mécanique, mais sur Crash, ouais, il y en a au moins 3-4 qui va squeezer. Eh bien, c'est un pronostic bien tranché. Merci de nous l'avoir fait partager. Mais je te remercie aussi d'avoir partagé le tien, mon cher. Eh bien, merci beaucoup. Je propose que le rende l'antenne. Eh bien, rendons l'antenne et puis à la prochaine fois pour un nouveau podcast. Mon cher Aurélien. Et à la prochaine, mon cher Clément. D'ici là, rendez-vous au premier virage, bien sûr. Exactement, et bonne soirée à tous. Bonne soirée.